Alors, on va finir le cours sur l'induction, enfin la partie grand 2. Hein. Voilà, on avait donné l'expression de l'énergie reçue par un dipôle en régime variable, d'accord, l'expression générale. On l'avait appliquée à la résistance. Alors, on va simplement l'appliquer au condensateur et à une bobine. Bobine parfaite en l'occurrence, voilà, c'est juste une application toute simple avec une formule à connaître, hein, à la clé. Voilà, alors on se récite son cours sur le condensateur. D'accord. Arbitrairement, on note la charge d'une armature plus Q. L'autre, c'est forcément moins Q. Le courant qui arrive sur l'armature de charge Q, c'est Q point. D'accord. Et la tension dans ce sens-là, U voilà, égale Q sur C. Donc Q égale CU. D'accord. Q égale CU avec Q à l'instant T et U à l'instant T. Voilà. D'accord. Voilà, donc ici, on va noter que c'est un A, hein, ici un B. Voilà, donc ça fait IAB, UAB. Hein. Donc l'énergie reçue entre l'instant T1 et l'instant T2 par condensateur. Je rappelle que, ce qu'on avait bien dit, hein, par conservation de l'énergie, hein, plutôt postulé que démontré, mais voilà, on avait dit que c'était la variation de l'énergie du dipôle, hein, ou de l'extérieur, ou des deux. Ici, comme un condensateur, ça n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, enfin, à part avec les électrons qui circulent, c'est la variation de l'énergie du dipôle. Donc ça, c'est la variation, hein, de l'énergie, on va l'écrire comme ça, du condensateur. Voilà, ce sera la variation de l'énergie du condensateur entre l'instant T1 et l'instant T2. Voilà, et donc ça, c'est somme de T1 à T2 de, alors voilà, IAB, UAB, hein, convention récepteur, donc c'est bien le IU, hein, le I de T c'est IAB, voilà, le U c'est bien UAB, donc c'est bon, convention récepteur, je suis l'intégral ça. Voilà, alors cette intégrale-là, est-ce qu'elle peut s'évaluer? Eh bien en fait oui, alors on va passer tout en charge, hein. I égale Q point de T, et U égale Q sur C. Q de T sur C dt. Voilà. On a eu quelque chose qui, alors Q de T on ne connaît pas, mais Q point c'est comme du FF'. Le FF', ça se primitive en F carré sur 2. Donc ça se primitive en Q carré de T sur 2. Donc sur 2C, on va prendre donc entre T1 et T2. Voilà. Voilà, ce qui nous donne donc la variation donc, de l'énergie stockée dans le condensateur. Ce qui va nous faire en fait énergie stockée dans le condensateur à T2 moins énergie stockée dans le condensateur à T1 égale donc cette intégrale qui est là. Je vais tout décrire dessus. Ça me fait donc Q carré de T2 divisé par 2C moins Q carré de T1 divisé par 2C. D'accord? Voilà ce qu'on a. Je peux effacer. Voilà, donc ce qu'on va retenir de cette formule, hein, c'est que voilà, l'énergie stockée dans le condensateur, hein, à une constante près, hein, donc on a ça, l'énergie stockée dans le condensateur, c'est Q carré à l'instant T, c'est Q carré de T sur 2C. D'accord? On peut l'écrire en dessous. Voilà, d'accord. Conclusion des opérations. Voilà, ce qu'on va retenir, hein, c'est que l'énergie stockée dans le condensateur à l'instant T, c'est Q carré de T sur 2C. Voilà, ça on peut le retenir. Voilà, l'énergie stockée dans un condensateur, c'est Q carré sur 2C. Hein. Voilà, je rappelle, hein, l'énergie potentielle perdue par les électrons. Hein, ça, c'est l'énergie potentielle perdue par les électrons. D'accord, entre T1 et T2. Bon, elle ne peut qu'être stockée dans le condensateur de manière ou d'une autre. Hein, d'accord. Voilà, donc
Voilà, cette formule est bien compatible avec ça. Donc on peut en conclure que cette énergie est stockée dans le condensateur. Alors si on veut le vérifier expérimentalement, parce que bon, c'est quand même un raisonnement qui consiste à dire que l'énergie potentielle perdue par l'électron est forcément ne peut pas être perdue, etc. Alors pour le vérifier, on peut faire le dispositif suivant. On prend un condensateur qu'on va charger, voilà, et puis ici, on va ensuite le décharger dans une résistance R, et que j'aurais pris soin de calorifugé par exemple. Voilà, d'accord. Voilà, ici j'ai un condensateur. Si j'ai une charge, mettons à l'instant grand Q et moins grand Q. D'accord, ici j'ai un interrupteur ouvert. Ok. Voilà, je vais avancer ici. Voilà, c'est chargé. Et je voudrais vérifier que l'énergie stockée dans le condensateur, c'est bien Q carré sur 2C. Voilà. Alors pour ça, il faut que j'extrais cette énergie, je la transforme sous une autre forme, je la mesure. Alors ce qu'on peut dire, même sans faire d'équation, on peut les poser aussi, je peux dire que voilà, si je relie ce condensateur à l'instant t tel que je le relie une résistance, bon, je peux dire que l'ensemble de ce système-là est totalement isolé, donc son énergie se conserve. Même pas besoin de... D'accord ? Son énergie se conserve. Alors son énergie, ça va être d'une part l'énergie stockée dans le condensateur, plus l'énergie interne de la résistance. D'accord ? Voilà. Donc, je sais que cette somme-là, si tout est bien juste, doit se conserver. Donc, ce qui fait que, j'en déduis, avec la variation d'énergie interne de la résistance ici, ça doit faire Q carré sur 2C. Et ça, je peux le vérifier expérimentalement. La masse de la résistance, pas compliqué à mesurer. Sa capacité calorifique, ça se mesure avec des instruments de calorimétrie. Et puis, bon, je mets un thermomètre là-dedans. Je mesure la variation de température dans l'opération. Entre l'instant où ça s'est ouvert et c'est fermé, il faut attendre que le circuit passe. On sait que c'est en exponentielle moins t sur taux, avec taux égale RC. Donc, je vais attendre quelques RC. Voilà. Attendre que la température se stabilise. Voilà. Et donc la variation d'énergie de cette résistance, ce sera MC delta T, variation de température. Et ce MC delta T, on doit vérifier expérimentalement qu'il vaut Q carré sur 2C. Et je vous rassure tout de suite, c'est effectivement ce qu'on vérifie. Donc ça justifie bien, encore une fois, cette expression ici que l'énergie stockée dans un condensateur à l'instant T, c'est sa charge à l'instant T au carré divisé par 2C. Voilà, alors on peut aussi se poser la question de savoir sous quelle forme elle est stockée. Alors on voit qu'ici, si Q mettons est positif, on a des charges plus, là on a des charges moins, et ces charges s'attirent entre elles. Alors évidemment les charges plus entre elles se repoussent, les charges moins entre elles se repoussent, mais les charges plus et moins s'attirent. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, cette énergie elle est stockée sous forme d'énergie potentielle d'interaction entre les charges. Charge qui s'attire. Bon. Alors voilà pour ce paragraphe 2.5. Alors je vais passer au paragraphe 2.6 si j'ai le temps. Alors énergie stockée dans une bobine parfaite. Voilà. Même chose, c'est l'autre dipôle qu'on connaît en électrosthétique et régime variable. Alors ce dipôle, on va faire l'objet d'une étude assez approfondie dans ce chapitre, puisque justement ce qui gouverne le fonctionnement de ce dipôle, c'est justement des phénomènes d'induction. Voilà, donc, mais ça va être la deuxième partie en fait, champ magnétique variable dans circuit fixe. Au fait, circuit fixe. On a plutôt fait circuit déformable, donc circuit mobile. Voilà, donc alors, pour l'instant on se remet dans l'état d'esprit de ce qu'on avait au début de l'année, d'accord. Donc je vais simplement décrire le stylo, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc notre bobine ici. D'accord, donc ici on a le courant I de T.
Ici, on a la bobine parfaite, hein. U égale L dI sur dt. C'est ce qui ne marche plus. Ok. Voilà, donc là c'est pareil, on va calculer l'énergie reçue par la bobine entre T1 et T2. Et on sait que cette énergie reçue, c'est l'énergie donc stockée. Donc cette énergie, voilà, elle est forcément stockée dans la bobine, d'accord. Donc sous quelle forme, on ne sait pas trop, hein, mais ça c'est la variation d'énergie stockée dans le dipôle D. Donc voilà, c'est l'énergie dans la bobine à l'instant T2 moins l'énergie dans la bobine à l'instant T1. Hein, c'est forcément un échange d'énergie avec de l'énergie stockée. Donc voilà ce que je peux écrire, hein, c'est que l'énergie de ma bobine AT2, c'est l'énergie de ma bobine AT1 plus ce qui est apporté par les électrons entre T1 et T2. Hein, comme ce qu'on avait avec les condensateurs. Hein, voilà, c'était la même chose. Hein. L'énergie stockée dans le condensateur AT2, si on l'écrit comme ça, c'était l'énergie stockée dans le condensateur AT1 plus l'énergie reçue par le condensateur entre T1 et T2, ce qui était aussi tout à fait logique. Alors donc ça se calcule, hein, somme de T1 à T2, donc ici on est en convention récepteur, donc UI, alors U, bon, enfin I commençons par I c'est I, et U c'est voilà, c'est L dI sur dt, d'accord, ça à l'instant T, dt, voilà, hein, UI, U égale L dI sur dt fois I. Voilà, on a tout de suite cette forme en f, f', donc ça s'intègre en f carré sur 2. Donc ça nous fait 1 demi de L I carré de T, voilà, pris entre T1 et T2. D'accord. Donc ça me fait 1 demi de L I carré à T2 moins 1 demi de L I carré à T1. Voilà, donc j'en conclus que l'énergie stockée dans une bobine à l'instant T, c'est 1 demi de L I carré de T. Voilà, formule qu'on va utiliser dans un TT prochain. Voilà, l'énergie stockée dans une bobine, donc c'est 1 demi de L I carré. Alors, bon, comment le vérifier? L'histoire ne le dit pas. Et sous quelle forme cette énergie stockée? Là encore, il faut qu'on étudie un petit peu les processus physiques qu'il y a là-dessous pour pouvoir donner une réponse à cette question. Voilà. Donc deux formules assez simples qui se retrouvent très vite.